Ares 22, leur plus grosse carte, tout simplement, c'est ce vendredi. Et grâce à unibet.fr, on vous fait gagner 4 places. Restez connectés sur la vidéo pour les infos. On les mettra quelque part en plein milieu, vous verrez. C'est juste pour que vous restiez connectés. Monsieur Cassata, tu seras dans le coin du co-main event et du main event. Un gros début de week-end qui t'attend. Mais nous attend aussi car l'événement est assez stylé. On va faire un petit focus ici sur la carte principale après l'intro. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Minds. sous Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. La carte principale ouvrira avec mon compatriote Patrick Abirora, vice-champion d'Europe IMMAF 2022, champion du monde aux IMMAF Monde 2023, déjà à 3-0 en professionnel. Pour son combat à l'ARES, il fera face une nouvelle fois à Alex Aston. Il s'était rencontré en demi-finale des IMMAF Europe 2022 avec Patrick qui l'emporte par KO à la toute fin de la première reprise. Adric, on est d'accord? On est sur une opposition de style. Ouais, en plus, quand j'ai regardé le combat, euh, je t'avoue que j'ai juste regardé celui-là, j'ai pas suivi la carrière d'Aston exactement. Est-ce qu'il y a eu des... Parce qu'on le dit souvent sur Fight Mind, à cet âge-là, et avec le temps qui s'est passé, il peut y avoir d'énormes progrès. Ce que je sais, pour avoir un petit peu bossé avec Patrick et avec son coach, c'est que Patrick, lui, il a énormément progressé. Et sur le style, et sur le footwork, et sur la lutte, et sur beaucoup de choses. Aston, qui était... on peut dire plutôt un grappleur, en tout cas qui recherchait plutôt l'appréhension à l'époque des IMAF. Il faudra regarder comment il a évolué, mais effectivement, c'est un garçon quand même qui a de l'expérience. Et même si Patrick est favori, on va voir un petit peu comment il gère la pression d'un grappleur à haut niveau et surtout avec une pression importante, parce qu'on le sait, Ares, c'est quand même aujourd'hui, même si il y a plein d'orgas, le KOF, l'Hexagone, qui font de l'excellent travail sur le sol français. Il y a une pression particulière et notamment sur cet event qui est quand même qui va être, je pense, très regardé. Clairement, clairement. Alors du côté de Alex Aston, c'est pas très compliqué. Après Patrick, il est passé pro. Il a plus combattu en amateur, alors que Patrick, il avait encore fait 2-3 combats en amateur en plus des IMMF, donc il avait encore pris en expérience en amateur et il a déjà 3 combats professionnels. Alex Aston, il a fait un combat en grappling et ses débuts professionnels qu'il a remportés par clé de bras assez rapidement. Donc pour faire un petit tour d'horizon de son profil, 13 victoires, 4 défaites en amateur, passé par les IMMAF, 6 victoires par soumission en amateur. Et comme je le disais, en professionnel, voilà, une victoire assez expéditive par soumission. Je peux pas le catégoriser autrement que grappleur. Debout, ça va, mais voilà, ça reste un gars qui a ce profil spécialiste. C'est pas quelqu'un qui va ennuyer Patrick debout. Non, et puis, mais après, tu sais, je pense qu'il y a un temps pour tout et ce combat est bien amené. Voilà, il peut arriver dans une très grosse ligue où il va être très mis en avant sur une main card, alors que tu as si je dis pas de bêtises, il y a de l'UFC vet en prélim. Et, et du coup, voilà, ça démarre bien. Il a un avantage sur le striking qui est certain, mais au sol, il est pas mal, hein, le petit. Franchement, il est pas mal. Mais bien évidemment, on va pas le cacher. Il y a un gros avantage debout, ça c'est évident et certain. Et il y a surtout un avantage mental, puisque quand tu t'es fait downer sur le premier combat, il y a quand même un ascendant psychologique qui est certain et normal. Ouais, il aura envie de prendre de sa revanche, mais je crois que dans sa tête, il y aura toujours ce petit flash qui risque d'être là au premier jab qui va prendre. Alors Patrick Abirora, 26 victoires, 6 défaites en amateur, 3-0 en professionnel. Comment le décrire? Un striker grand en taille pour la division. Maintenant qu'il est en Athlétique, professionnel, ouais. il est descendu en lightweight. Ils étaient tous les deux en welterweight, en amateur. Comme souvent, quand tu passes de amateur à pro, tu descends d'une catégorie de poids. Bien que Aston, lui, il était resté en welterweight pour ses débuts, donc c'est la première fois qu'on va le voir en lightweight. C'est aussi un point d'interrogation qu'on a. Patrick, tu l'as dit, hein, très explosif, athlétique, travaille beaucoup en pression, il pousse à l'erreur
et il a une bonne guillotine debout, ce qui est très intéressant par rapport à son style. Ça fait un peu penser à Brian Ortega aussi, un combattant qui est assez grand pour sa division, qui met la pression, et de temps en temps, t'as des mecs qui vont shooter dans les jambes de Brian Ortega, alors que c'est la pire chose que tu puisses faire. Donc, j'aime bien ça. Il y a un jeu qui est construit chez Patrick par rapport à ses forces, par rapport à sa morphologie aussi. Donc, profil évidemment très intéressant à suivre. Et comme on l'a dit, hein, l'expérience en amateur, on en parlera aussi pour Axel Sola plus tard. C'est ultra bénéfique et c'est même nécessaire aujourd'hui. Donc là, on a deux gars qui ont une belle expérience amateur. Et comme on l'a déjà souvent souligné, toi et moi, quand tu regardes le haut niveau de ceux qui participent aux IMMAF, ils ont déjà un niveau professionnel avancé. Donc là, on a un 3-0 contre un 1-0 en professionnel, mais ça va ressembler à quelque chose de plus avancé que ce que les palmarès professionnels uniquement reflètent. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et voilà, ouais, je pense que tu as tout dit sur Patrick, si ce n'est voilà, la capacité de travail. Il est venu un peu s'entraîner chez moi. J'ai vu la charge de travail qu'il est capable de développer. Il s'entraîne, même quand je veux dire, c'est des gars qui progressent forcément, puisque même quand ils sont pas en camp, ils travaillent, ils se remettent en question, ils bossent alors c'est pas des lacunes, hein, sur des points qui sont à bosser, qui sont normales à son niveau d'âge et de carrière, mais ouais, très gros bosseur. Alors, stratégiquement, est-ce qu'on peut résumer ça en disant l'erreur d'Aston serait de croire qu'il a quelque chose à jouer debout, l'erreur de Patrick serait de croire qu'en prenant une position de contrôle au sol, il serait safe? Ouais, je pense que c'est un mec qui est capable de finir en combat. C'est un mec dangereux. C'est-à-dire que pour moi, il y a deux styles de jiu-jitsu brésilien. Il y a le jiu-jitsu de contrôle. Et avec ces mecs-là, tu peux jouer. Parce qu'au final, il va juste contrôler et la soumission n'est pas létale et c'est quelque chose qu'il ne fait pas de façon récurrente dans son palmarès. Donc ça, tu peux jouer. Un mec qui est capable de finir les combats et qui a des ratios importants, et c'est ce que tu énumérais tout à l'heure, c'est un mec qui est capable de faire de la finalisation. Il a finalisé à son premier combat pro. Il l'a fait 6 fois pendant ses carrières amateurs. 6 fois par Là, soumission, hein, parce qu'il a une victoire par ground and pound et 2 victoires supplémentaires par TKO. Donc je crois que ils viennent d'en bas aussi. Alors. il doit avoir 9-10 finishes sur 13 victoires, un truc comme ça. Et tu vois, je laisse fort à parier que les finishes en ground and pound, ça vient de par terre aussi, tu vois. Donc voilà, c'est un gars qui a des positions fortes, qui est capable de faire clé de bras, d'étrangler, de faire un ensemble de choses. Donc je pense que la gestion de carrière, c'est aussi ça. C'est rester là où tu es sûr de faire le combat et surtout sûr de finir le combat. Donc évidemment il faut se crambler et se remettre debout dès que tu en as l'opportunité. Parce que dans les débuts pro de Aston, c'est ça, en fait, il fait un pull guard bien foireux où il se retrouve presque pris en monte et puis il retourne très rapidement la situation à son avantage. Il menace un triangle et puis il attaque la clé de bras. C'est assez propre. Et je pense qu'il a accepté ce combat parce que voilà, on peut se poser la question. Tu perds par KO contre Patrick où le combat était relativement clair à l'avantage de Patrick. C'est pas le KO qui l'a sauvé du combat. On voyait que ça allait dans sa direction. Tu fais un combat. T'es plus inactif que Patrick, t'acceptes la revanche. Je crois que c'est parce qu'il a potentiellement pris confiance en voyant son compatriote à lui battre Patrick en finale par soumission juste derrière. Donc Alex Aston, c'est un Gallois. Patrick le bat en demi-finale. Il rencontre Ion Harris en finale. Il se fait soumettre par un genre de Von Flue. D'ailleurs, Ouais, je Ion me Harris rappelle. aussi, il est signé à l'arrêt. Ça aurait été chouette de voir ce rematch-là plutôt que celui qu'on aura. Mais voilà, en termes de construction de carrière, je comprends amplement le choix de Patrick ici. Moi, je vois bien un finish de Patrick sur il a un très bon 1-3-2, tu vois, jab, crochet avant, direct en ligne. Et de ce qu'on voit de Alex Aston, il est très réactif défensivement. Ses bras, il part très loin. Donc, je pense qu'il y a une ouverture sur ce combo-là que Patrick utilise merveilleusement bien. Donc, moi, je vois un KO premier round. Je sais pas si tu as un Ouais, pronostic à. moi je dirais KO1, KO2 parce que je trouve il est prudent depuis qu'il est en pro et c'est tout à son honneur, c'est bien. Parce que être prudent mais être capable de finir ses combats, et comme je dis, tu vois, c'est intéressant de voir ces jeunes entre les combats pour voir de quelle façon ça progresse et l'expérience qu'a amené le dernier combat, comment il l'a synthétisé et comment ils l'ont remise en avant pour être encore meilleur. Donc voilà, c'est toujours intéressant de les voir à leur début de carrière pour voir les progrès qui sont effectués et ce sera clairement un nouveau Patrick parce que on sait que ça travaille et voilà, moi j'ai hâte de voir. Bon, malheureusement, je verrai pas, je verrai le lendemain ou le soir ou la nuit,
Mais ouais, clairement, c'est intéressant de voir la marge de progression qui a été la sienne depuis sa dernière sortie. Alors ici, petit exercice intéressant qu'on fait de temps en temps quand on couvre des événements sportifs sous cet angle. On l'avait fait pour le Bellator Paris, on l'avait fait pour le PFL Paris. Ici, on sait que sur unibet.fr, notre sponsor, les codes seront disponibles. Là, on est mardi soir. Je sors ce podcast mercredi midi, je pense. Les cotes vont sortir officiellement mercredi soir ou jeudi matin. Faisons l'exercice. On est tous les Je deux commence, d'accord je pour commence. dire Patrick est favori. À quel point? 70-30. Ah, merci. Moi, j'avais noté entre 70-30 et 75-25. Je fais la traduction française. 75-25, 75-25. Ok, on est d'accord. Parfait. Ben, passons au deuxième combat. Un combat que je trouve bizarre sur le matchmaking. La revanche entre Oudella et Ayoub. Ayoub a gagné le premier combat. Depuis, ils sont tous les deux sur une victoire très impressionnante. Mais je t'avoue que je comprends pas la logique sportive du rematch là maintenant. Je vais pas m'en plaindre. Hein. Le premier combat était très chouette, donc ce deuxième combat-là m'intéresse, m'intrigue. Mais je suis quand même, enfin, voilà, je fronce des sourcils. Je sais pas s'il y a eu un truc extra sportif, du trash talk ou quoi, qui a amené ce rematch si rapide, alors que c'est pas pour une ceinture. Je sais pas si tu as quelque chose à, enfin, si tu as une information que moi je n'ai pas, ou si tu trouves pas ça Non, je bizarre, mais vais moi je très, trouve très ça. objectivement, à un moment, mais qui date quand même d'il y a 3-4 mois, il était question que Riles soit prétendant à la ceinture, et je trouvais ça logique, Mhm. parce que le record est pas mauvais, et parce que surtout Amin Ayoub, la situation n'était pas très claire vis-à-vis du Ares, on ne savait pas s'il était reparti, revenu. Donc, sans Amin, effectivement, je trouvais que Riles était légitime, même Ouais. si parce qu'il avait perdu que contre Amin et qu'effectivement, on reparlait plus de lui. Là, aujourd'hui, pour moi, bien sûr qu'Amine est légitime à la ceinture, mais on ne nous l'a pas proposé. Voilà, je suis clair et honnête. Ce qui, alors c'est pas, je vais pas dire que c'est un ami qui vient s'entraîner à la salle, mais c'est quelqu'un que j'apprécie, donc et avec qui je prends plaisir à parler quand je le croise sur les galas. C'était le cas à la DXC, donc on aurait fait parce que c'est du boulot, mais je préfère que les choses soient faites comme elles sont là, puisqu'on n'a pas du tout de contact avec le camp Imavov et c'est très bien comme ça, chacun son camp et que le meilleur gagne. Mais oui, oui, à un moment, il était question un petit peu de Riles pour la ceinture et cette façon de faire a été oubliée au profit d'un rematch. Je ne sais pas pour quelle raison. J'avoue que là, je peux que spéculer, je ne suis pas au courant. Mhm. Après, je trouve que le premier combat avait été intéressant et j'ai hâte de pouvoir visionner cette revanche. Et j'ai bien aimé ce qu'a proposé Amine à la DXC, même s'il a peu combattu en MMA depuis. Euh, donc voilà, hyper hypé par ce combat. Et, et pareil pour Oudela, on l'a pas vu beaucoup. Ça fait combien de temps qu'il n'a pas combattu? Ça fait au moins 6 à 8 mois, si je dis pas de sottises, hein. Ouais, c'est ça. Il a son KO super expéditif sur un coup de genou là, juste après sa défaite Sur, contre Ayoub sur, et peut-être j'allais dire Papoulélé, désolé parce qu'il se fait tout le temps appeler comme ça, mais il y a le nom de l'apologie, c'est pas Papoulélé. Euh, j'ai un je trou. sais plus. On a Je un sais trou plus. simultané, c'est rare ça. Ça c'est très rare. Mais ça, tu sais, des fois, ça me fait ces conneries à la salle. Arrêtez avec vos surnoms parce qu'on ne retient que ça. Et il y a des mecs pareil que je surnomme à la salle et du coup, je me rappelle plus du vrai prénom après. C'est malaisant. Mais c'est pas moi. Les gars, c'est pas de ma faute, hein. Donc, mais c'est vrai que depuis ce combat, pas de trop comment dire, de Dawa, nouveautés. Emmanuel Dawa. Emmanuel Dawa, voilà. Pardon Emmanuel. Alors que Amine, lui, est allé s'entraîner, s'éprouver et s'exercer en grappling. Euh, donc je sais pas trop. Je sais pas si c'est une bonne chose, pas une bonne chose. Je sais pas s'il a pu faire un gros camp d'entraînement. Ce que je sais, c'est que c'est toujours mieux d'être actif et Mhm. que j'ai trouvé Amine très en forme et en plus, je sais qu'il s'était déjà très très bien préparé pour ce camp-là. Donc ouais, hâte de voir ce qui va se passer. Ouais, le justificatif du combat, je pense que du coup c'est clair. Notre petit échange me donne une petite vision là-dessus. Euh, on a un super gros combat entre Sola et Imavov qui au final fait énormément de sens. Il y a personne qui s'est plaint de ce title shot, de ce combat pour le titre. Ce combat-ci, c'est probablement pour définir le prochain challenger, en sachant que potentiellement cette ceinture sera vacante parce que le vainqueur pourrait a de fortes chances de signer à l'UFC. Donc ça permet à la reste de positionner un contender qui fait sens, que ce soit face au champion qui défendrait encore une fois sa ceinture,
ou pour la ceinture vacante par la suite. Ouais. Donc là-dessus, ça a du Je- sens au je te final. rejoins. Ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est vrai. Donc pour parler un peu du combat, moi, étant donné qu'ils ont combattu récemment l'un contre l'autre, qu'ils ont qu'un combat depuis, on peut vraiment se baser sur ce qui s'est passé ici et on peut évaluer quels sont les ajustements à faire de part et d'autre pour se maximiser les chances de victoire. Donc moi, personnellement, j'ai bien aimé l'approche d'Ayoub dans ce combat. Il est beaucoup plus petit que Riles. Il l'a mis sous pression. Forcément, quand es plus petit, que tu mets ton adversaire plus grand sous pression, ben, tu lui laisses moins la possibilité de gérer la distance parce qu'il a moins cette capacité à pouvoir maintenir ou créer de la distance en désengageant. Il a attaqué la cible la plus proche, les low kicks. Forcément, quand tu es plus petit face à un plus grand, c'est toujours intéressant de travailler les low kicks. Intérieur, extérieur, calf kick, stop kick. J'ai bien aimé sa variété. Et puis de temps en temps, il travaillait en burst en explosant avec son anglaise. Oudela, il a ajusté en essayant de lui-même mettre la pression, mais Ayoub, il était ultra à l'aise dans le rôle du contreur. J'ai vraiment trouvé très très bon dans ce combat. C'est un combattant que j'apprécie énormément aussi. Hein. Vous allez peut-être le sentir quand je parle. Pendant tout le combat, Ayoub était trop à l'aise, je trouve, à pouvoir esquiver sur les côtés et vers le bas. Il n'y avait rien de dangereux qui venait du côté de Oudela par rapport à ce genre d'esquive. Il travaillait que sur ses armes longues, qui font partie de ses bonnes compétences, hein, les jabs, les directs. Et c'est à la fin du combat qu'il glisse un uppercut qui touche très bien. Ça lui permet de prendre un grand moment. Donc pour la revanche, moi j'aimerais le voir avancer, mettre du volume, travailler avec des high kicks et montrer ses genoux et ses uppercuts pour limiter les esquives d'Ayoub. Et ensuite, travailler son jeu habituel avec les attaques en ligne. Ça, c'est le gros ajustement pour Riles. Ouais, Je ouais. pense qu'il pourrait rendre ce combat intéressant parce que, encore une fois, sur papier, de prime abord, on vient de voir ce que ça a donné la première fois. Pour moi, on est de nouveau sur un Ayoub large favori. Oui, oui, oui. Alors attends, oui, oui, et en plus, pour moi, Oudela, il performe aussi beaucoup en grappling, mais on a vu la solidité défensive et les placements de Amin lors de la DXC, donc oui, oui. Et même dans ce combat-là, hein, Très- les tentatives d'amener au sol de Oudela, elles passent pas, sauf à la toute fin du deuxième round. Mais tu sais, quand c'est la fin Ouais, c'est ça. du deuxième round, Amin sait qu'il le prend. Je pense que lui-même, il se dit, bah, j'ai pas utilisé d'énergie, ça sert à rien. Tu vois? Je suis d'accord. Après, Oudela, c'est un gros gabarit qui est très souple, donc au sol, il peut être chiant. C'est un gros 70. Je sais pas exactement les rebonds qu'il fait. Je pense qu'il y a beaucoup de génétique là-dedans et que allez, si je m'amusais à spéculer, je dirais que c'est des mecs qui font 75 kilos le jour du combat. Donc c'est pas un très gros, mais c'est un gros lightweight. Il est grand, il est longiligne. Ça peut être chiant. Comme tu l'as dit, les armes qui viennent de haut en bas, les genoux et les uppercuts, ça peut être une bonne arme sur le combat. Euh, c'est toujours intéressant une revanche dans un court laps de temps Ouais. parce que tu peux voir l'évolution. Maintenant, je vais même si euh, j'aime bien franchement Riley Soudela. Je pense qu'Amine il est très largement favori parce que j'ai l'impression qu'il s'est également très très bien préparé. Euh, je l'ai trouvé très affûté. C'était quoi il y a 3 semaines la DXC, donc on n'est pas très loin de la fin de camp, tu vois. Donc ouais, moi si tu me demandes un pourcentage, je te le redonne tout à l'heure, mais oui, oui, Amin Ayoub très largement favori. On est d'accord parce que même au niveau de l'expérience, Riles a également beaucoup de combats. C'est pour ça que moi je le trouvais légitime quand on parlait de lui pour la ceinture. Ouais. Mais il y a quand même beaucoup de combats de pancras là-dedans. Ouais, Et c'est pas le même sport. Soyons honnêtes et disons la vérité, c'est quand même pas le même sport. c'est clair, c'est clair. Moi, ici, je vois quelque chose entre 65 et 70. Donc 65 et 70 pour Amin Ayoub. Ouais, ouais, je suis d'accord. Copier-coller avec toi. Parfait. Alors, on arrive dans les combats pour le titre. À commencer par Abu Yunusov qui va défendre pour la toute première fois son titre qui a été pris de manière très impressionnante, je trouve, contre Mustafa Eida. Il sera opposé à Fabricio Nunes. Bon, ici, on va pas en parler trop longtemps, sauf si tu arrives à me convaincre que ce n'est pas un no match. On avait été honnête la semaine passée quand on parlait de Greg Bouchelagem, alias Greg MMA, en disant que son dernier adversaire ne valait pas grand-chose. Ici, on a un gars qui a 9-1, dont les 9 victoires sont contre un palmarès combiné de 10 victoires, 11 défaites. Il a battu un gars à 5-1 qui s'était construit lui-même un palmarès contre des gars en négatif. Il a battu un 2-0 qui aujourd'hui est à 4-5. Son seul gros challenge, c'est contre Azat Maxoum à l'octagone et il se fait soumettre à la fin du premier round. Moi, personnellement, on n'a pas vu grand-chose, enfin, il n'y a pas grand-chose de disponible de Fabricio Nunes, si ce n'est cette défaite à l'octagone. Mais quand je vois, c'est un palmarès construit.
Quand j'ai regardé son style contre Azat Maxoum, j'ai pas du tout été impressionné. C'est clairement, tu sais, le Brésilien agressif qui cherche à finaliser par tous les moyens possibles, qui frappe à 100% debout pour arracher une tête, et au sol, il va tout le temps chercher une soumission. Mais il était largement dépassé contre un Azat Maxoum. Alors, c'est un gros nom, hein, Azat, mais pour moi, Abou, il est ultra favori. Ultra favori. Alors, petit inside, parce qu'il en faut quand même. Alors moi, je manage pas directement, mais mon associé Adrien s'occupe de Willy Scott aussi. Et parce que j'ai lu ici et là, oui, mais Fernand, il protège ces gars. C'est faux. C'est faux. Fernand Lopez, on s'est entretenu au téléphone pour ce dossier et il rêvait de faire Willy Scott contre Abou Younoussov. C'était sa volonté. Il a tout fait pour le faire. Et parce que en ce moment, l'heure est à la critique. Tout le monde critique tout et n'importe quoi. Et là, je me devais de rétablir ça en parlant de ce combat. Ce qu'a voulu Fernand à 100%, c'était ce combat-là en premier. Après, effectivement, c'est quand même des KT où, je vais être très clair, en Europe, il y a pas énormément de monde. Et c'était très compliqué, je pense, de trouver des adversaires parce que ouais, bah, les frères Younoussov, ils font flipper beaucoup dans la construction de carrière. C'est des mecs qui sont imprévisibles, c'est des mecs qui lâchent pas l'affaire, qui ont un gros mental, qui sont explosifs. Euh, il faut du très solide en face. Et moi, avec Axel, j'avais pris parce qu'on croit et on se projette beaucoup plus loin. Donc on avait tenté, on a vu que ça n'a pas été facile quand même si Axel s'est brillamment imposé contre le frère. Et c'est pas que je caricature, mais les deux frères, je trouve que c'est vraiment un peu le même profil, tu vois. Agressif, Euh, dangereux partout, très ça, opportuniste, complet et même durable au final. Hein, parce que le gros point exactement, d'interrogation qu'on avait tous, c'était leur capacité à dépasser le premier round et à rester compétent au-delà du premier round. Et les deux l'ont prouvé, qu'ils restaient dangereux dans le exact. 2, enfin, ouais. Et en plus, on peut mettre une petite étoile de plus à Abou qui, pour l'instant, combat dans sa vraie KT. Lui, on le sait. Là, je sais que j'ai vu Tourpal pareil à la DXC. Il m'a dit qu'il était blessé au genou et très bon rétablissement à lui. Mais on sait que Tourpal parlait de descendre. Abou, lui, il est dans sa bonne catégorie, celle où il est physiquement aussi costaud, voire plus costaud que les autres. Donc, ouais, grosse difficulté pour matcher. Alors, bien évidemment, si j'ai parlé de ça et que je me suis pas attardé sur le match-up, c'est que tu as raison. Euh, je pense qu'on dépasse les 80-20. Hein, là, je vais être honnête. J'aimerais quand même nuancer un petit truc parce que maintenant, pendant que tu parlais, j'étais en train de me dire, oulala, j'ai parlé de l'adversaire de Greg MMA et Fabricio Nunes. Je suis pas en train de comparer les deux. Hein. Fabricio Nunes est clairement Non, meilleur pound for ah pound, non, évidemment, que l'adversaire de évidemment. Greg. Le 80-20, c'est notamment parce que on a un Fabricio Nunes qui a construit son palmarès. Ça reste un combattant intéressant. Comparativement à Yunusov, c'est pas un challenge selon moi. Yunusov est C'est largement ça. au-dessus. Voilà. Parce que Attention, c'est un mec. Yunusov est très Faut fort. pas, Voilà. exactement. Il faut pas rabaisser parce que moi, je dis 80-20. Donc, c'est que je pense sincèrement que Abou Younoussov va s'imposer. Maintenant, c'est pas du tout un peintre. C'est juste que c'est vrai qu'il y avait le combat de Louis Scott qui aurait été un banger absolu et que malheureusement, on va en être privé. Et même Peña, hein, ça Même aurait été Peña, ouais. un banger absolu. Pour l'instant, malheureusement, on peut pas voir ces combats. Donc, il y a un adversaire avec un palmarès solide, même si la carrière, elle a été un peu plus construite qui est là. Il faudra s'en contenter. Maintenant, je lui souhaite qu'il ait aucune blessure et qu'on puisse avoir un combat plus sérieux sur août ou même septembre. Oui, bien Parce sûr. qu'il y aura des arrêts à cette fréquence. Mais là, effectivement, euh, hâte de voir Abou Younoussov parce que c'est toujours des combats spectaculaires. Mais force est de constater que c'est un petit peu moins intéressant que quand il a pris un Haïda ou qu'il devait prendre un Peña ou un Louis Scott. Soyons honnêtes et clairs avec les gens qui nous écoutent. Exactement, exactement. Et effectivement, mon intro ici n'était pas non plus une attaque ou un tacle en disant il a pris un combat facile qui paraît un combat pas facile parce que c'est 9-1. C'est pas du tout ça. C'était juste, voilà, factuellement, en regardant tout à l'heure, j'étais là, je fais ce combat m'intéresse moins parce que moi je suis très intéressé chaque fois qu'il y a des combats très serrés. Et on en arrive au Common Event qui
devrait être très sérieux, en tout cas qu'il l'est sur papier selon moi. Alors avant toute chose, on avait dit qu'on plaçait quelque part dans le podcast la manière pour gagner les places. Donc on vous offre 2 tickets grâce à unibet.fr pour aller voir la res sur place. Alors on va tirer un membre de la chaîne qui commente cette vidéo, qui va gagner 2 places. Et les 2 autres places à gagner, ce sera quelqu'un parmi ceux qui commentent cette vidéo et qui partage notre post sur Twitter, notre post correspondant. Donc, si vous commentez ici et que vous partagez notre post sur Twitter, vous avez 2 fois plus de chances, tout simplement. Et si vous êtes un membre de la chaîne, ben, vous avez simplement 3 fois plus de chances parce que vous aurez une chance en tant que membre sur YouTube, en tant que commentateur sur YouTube et en tant que partageur sur Twitter. C'est assez clair ce que j'ai dit ou pas? Ouais, hein. C'est très Moi, j'ai facile, bien hein. compris. Ouais. C'est très facile. Je crois qu'il y a des gens qui participeront sans s'en rendre compte parce qu'ils ne sont pas arrivés à ce moment-ci du podcast, mais qu'ils auront envoyé déjà un commentaire. Bref. Comme main event, on a Tonga, Sofiane Bokichou, contre Abou Bakar Batili, que tu connais très bien, puisque tu vas régulièrement encore sur le AB Show. On va pas aller trop loin dans le détail technique pour des raisons évidentes. Tu es le coach de l'un des deux. Mais on va faire ça comme ça. Aldric, si tu bossais pour Ares et que tu devais vendre ce combat pour motiver les gens à le regarder, qu'est-ce que tu dirais? Ah bah attends, il y a une petite histoire derrière ce combat. Abou, effectivement, c'est quelqu'un que je qualifie d'un copain que j'apprécie beaucoup, il y a déjà eu une rencontre Boukishou Batili au Boxing Squad. Abou, il vient, il est venu 2 ou 3 fois s'entraîner. Ils se sont déjà tapés et mis la main dessus. C'est un garçon que j'apprécie beaucoup et qui a énormément de talent. C'est un très bon grappleur. C'est pareil, un très très gros travailleur. Il se remet en question, il analyse beaucoup de combats, il s'entraîne beaucoup, il met les gants avec tout ce qu'il peut. C'est quelqu'un qui se remet en question et qui s'interroge, Aboubacar. Il va chercher la lutte, il va chercher la compétence, il va chercher la technique. Donc, et je trouve que c'est un garçon qui progresse beaucoup. Donc, c'est la jeune génération. Il a 25 ou 26 ans, si je dis pas de d'ânerie. Tu me coupes si je. Je vais aller vérifier. Je vais aller vérifier. Et, En tout cas, sur Tapologie, voilà. il a probablement 18 ans sur sa photo. Ça, je peux. Voilà, il est très très jeune sur sa photo Tapologie. C'est mignon. Mais en réalité, j'ai allé voir. Regarde, mais je pense je pense que c'est ça. C'est pas précisé sur Tapologie. Il y a pas mais on lui demandera. Mais voilà, moi pour l'instant, j'ai coupé le contact jusqu'au combat parce que je trouve ça normal et pour lui et pour Sofiane un respect à avoir. Donc ça, c'est le profil d'Abou. Donc très prometteur et il y a des gens qui étaient choqués du fait qu'ils prennent le fight. Déjà, on te propose une ceinture, tu la prends. C'est logique et évident. Et après ça, en poids lourd, on sait que ça va plus vite et il a fait une très très bonne performance contre. Son dernier combat, en plus, c'est pas facile parce que un mec à KO, un mec de ton gym, c'est toujours difficile. Il y a une grosse pression. On sait qu'il s'entraîne avec Enzo Suarez. Donc, j'ai trouvé son combat très intéressant et sur les liaisons et sur le travail au sol et sur la construction du finish. Donc, ça, c'est pour Abou. Très bon combattant et je pense que par rapport à sa prestation, il méritait ce title shot. Quant à Sofiane, ben voilà, c'est un pur produit du club. Ça fait peut-être 12 ans, 13 ans que je travaille avec lui. On a beaucoup bourlingué. Il a fait en plus, je trouvais ça un bel hommage parce qu'il a fait le RS1. Ça s'était pas bien passé à l'époque. C'était contre Regrug. Contre Regrug, c'est ça. Et derrière ça, on a tout repris puisque on sait qu'il revenait d'une grosse blessure fait contre Aspinal au Cage Warrior. Et après Regrug, on a repris beaucoup de bases. On est reparti pas de zéro, mais il m'a fait confiance. On a changé son style. Il y a l'influence de Jean-Marc Toesca qui a eu quand même de très très grands boxeurs comme Hassan Dam, pour ne citer que lui. Donc il a fait un très très gros travail avec Toesca, avec Jean-Marc, que je salue au passage parce que je sais qu'il va nous regarder quand on sortira. Voilà, UAE Warrior, PFL Londres. Je veux dire, il y a eu beaucoup. Le KOF avec un combat, effectivement, qui n'a pas passionné les foules contre Raphaël Tronchet, mais il y avait énormément de pression et pour faire un beau combat, il faut être deux. Hein, donc, je pense qu'il ne faut pas du tout imputer ça à So. Et voilà, c'est quelqu'un qui se remet en question et c'est surtout quelqu'un qui
n'a peur d'aucun défi. Et à 38 ans, voilà, c'est l'ancienne génération des poids lourds français contre la nouvelle. Sofiane s'est préparé, c'est solide. C'est très difficile pour moi de donner un pourcentage, mais je vais quand même le donner parce que c'est pas le coach. Hein. Là, le coach de Sofiane, il donne Là, pas c'est de le podcasteur. pourcentage. Voilà, c'est le podcasteur et l'analyse Fight Mind qui va se ranger sur un magnifique 50-50 parce que compte tenu des carrières respectives et des derniers combats, je pense que c'est ce que on verra ce que Unibet nous sort après demain, mais je pense que ça va être une cote qui se ressemble et qu'il y aura pas de favori ni d'underdog sur cet affrontement. Quelle est la probabilité que le combat finisse par Kimura? Beaucoup parce que c'est un peu le spécial des deux. Ouais, c'est ça, hein. C'est ça, hein. Ça m'intéresse, moi. On sera attentif à ça. On sera attentif à ça. Même si tu prends le dos en bodylock, t'es pas à l'abri contre l'un ni contre l'autre. Ça va être intéressant. Ah, Bon, bah écoute, finalement, il nous reste le main event. Bon, on l'a déjà analysé avec Brian sur la chaîne, donc je te laisse simplement t'exprimer sur le combat comme tu le souhaites. Nous, on l'a déjà vendu comme un combat que nous, en tant que fans, on avait vraiment la chance de pouvoir voir et d'avoir ça à Paris. Il est vraiment vraiment stylé sur papier. Donc les cadeaux qu'on vous fait là des 4 tickets, c'est pas un petit cadeau là pour la RES 22. Mais vas-y, exprime-toi comme tu veux sur ce combat. On va bah, pas écoute, rentrer dans le technique là, non je vais plus. être, Là, c'est voilà. ouais, là, c'est quand même compliqué mais déjà, sache que je vais écouter votre analyse avec beaucoup d'intérêt, Mhm. parce que c'est toujours intéressant. Nous, on est dans la bulle, tu vois. Euh, Forcé de constater que la lumière a été beaucoup mise sur Nassourdine, et c'est très difficile de glaner des informations sur le camp de Daguia. Donc ça, et puis même, je vais te dire honnêtement, euh, je le connais. Il y a une belle histoire derrière ça parce qu'il a battu Thibaut Colleuil, qui a fait un retour brillant lors de la Fight Night de Nice. Et Daguerre l'a battu il y a pas mal d'années. Je sais même plus la date. Je pense que c'est il y a peut-être 12 ans ou quelque chose comme ça. Et moi, je me suis pas attardé sur le camp qu'a fait Daguerre parce que les infos sont opaques. Je me suis attardé sur les dernières performances qu'il a faites. Mhm. Et on a beaucoup analysé, on a beaucoup travaillé. Euh, Moi, je vais donner mon inside puisque de toute façon, il est avec Axel maintenant à Paris. Moi, je les rejoindrai avec Jérôme Rollerin jeudi. On a beaucoup travaillé avec Mehdi Dakaef. Ouais, t'avais déjà balancé l'info, hein, donc Ouais, c'est même ouais, pas un ouais. Et secret, ouais. puis, non, non, c'est pas un secret, mais et là où ça m'a touché, c'est que on sait, et Mehdi m'a fait un plaisir en me demandant ça. Il m'a fait un magnifique plaisir et je le remercierai jamais assez. Ça prouve les liens fraternels qui sont les nôtres avec Axel notamment. Mehdi sera dans le coin. Mehdi sera dans le coin. Et on sait que c'est important pour les Caucasiens, ça, tu vois. Et on sait que Daguerre, c'est un Dagestanais, que Mehdi est tchétchène. Et, et je pense que c'est vraiment symbolique qu'il me demande d'être dans le coin. Ça veut vraiment dire ce que ça veut dire et j'en suis extrêmement touché. Voilà, Mehdi sera dans le coin avec Jérôme Vollerin, Virgil Hogan et moi pour ce main event, puisque c'est 4 personnes sur le main event. Et voilà, il n'y a aucune blessure d'Axel. C'est un Axel Sola à 100% qui a fait un très, très, très gros camp. Puisque Mehdi fait partie À un moment, il a été classé 75e mondial. C'est plus le cas parce qu'il y a eu une petite contre-performance sur le tournoi ACA. C'est quand même le mec qui a la ceinture de l'organisation de Khabib du Eagle FC et qui a battu 5 ou 6 Dagestanais qui sont aujourd'hui au Bellator ou au PFL coup sur coup à domicile, enfin à l'extérieur pour lui, mais à domicile pour Pour eux. pour ses combattants. Donc c'est une performance qui est extraordinaire et que de toute façon personne ne pourra refaire puisque les Eagles, l'organisation est suspendue pour le moment. Enfin suspendue, arrêtée quoi. Il n'y a pas d'événement tout simplement. Il n'y a pas d'autres problèmes que ça. Donc voilà, c'est un camp qu'on a fait très très sérieusement. C'est pas un duel de quoi que ce soit puisque on a vu que Daguerre est un combattant complet qui sait lutter, qui pour l'instant a montré plus de dangerosité sur sa boxe, mais moi je sais qu'il sait tout faire et que c'est également un très bon grappleur parce que c'est un combat où il y a beaucoup de liens, tu vois. Il s'est entraîné pas mal d'années chez Ludo Parera, qui est un très 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 bon copain à moi. Et je suis sûr qu'il va nous écouter aussi et que je salue mon Ludo. Donc voilà, il y a beaucoup il y a beaucoup de liens derrière ce combat. Mais nous, on a préparé ça comme tu l'as dit. Je sais pas si le vainqueur va aller à l'UFC, mais je sais que s'il y a un vainqueur avec la manière, il ira probablement à l'UFC.
Voilà ce que je peux dire. C'est-à-dire que s'il y a un match nul très tactique, c'est pas sûr. Soyons honnêtes et disons les choses, parce on sait qu'aujourd'hui, l'UFC s'oriente sur des records, bien sûr, mais également sur des façons de finir les combats et sur de l'agressivité, entre guillemets. Mais s'il y avait un vainqueur des deux avec la manière, très clairement, je pense que le pourcentage de chances qu'on le voit à Paris pour le 28 septembre serait extrêmement important. Mais honnêtement, je te dis la vérité, on n'en a même pas parlé de ça pendant la prépa. Voilà, j'aime bien, je vais prendre l'expression d'Axel qui me plaît beaucoup à chaque fois. Il dit c'est un match comme les autres. Il a 7-0, on attaque le 8-0. Il veut, voilà, on a préparé avec soin, beaucoup de visionnage, beaucoup de travail, même si encore une fois, on sait que Daguerre est un combattant très très complet, qui est capable de faire plein de choses dans ce sport et dans une cage, qui a l'expérience des années et des années qui combat, qui a l'expérience du très haut niveau aussi, parce que même si pour l'instant il n'y a pas allé, ben, il s'occupe de la carrière de son frère également. Donc voilà, nous on l'a pris très au sérieux et Axel est au vert au niveau des voyants, 0 blessure, en avance sur le poids. Donc il aura à faire face, Daguerre, au meilleur Axel Sola qu'on peut avoir aujourd'hui avec la temporalité qui est la nôtre. Ah bah écoute, tu l'avais dit quand on parlait de cela contre Yunusov, quand on parlait de la prépa, tu avais dit le meilleur moyen de respecter un adversaire, c'est de venir le mieux préparé. Et donc là, de nouveau, tu nous dis que Axel Sola a été super bien préparé. C'est tout simplement parce que vous respectez les compétences et le côté dangereux de Daguerre Imavov. Et je pense que c'est factuel de dire que c'est un adversaire dangereux pour quiconque. Je voulais finir le podcast sur 2 questions très Fight Minds. La première, tu as déjà plus ou moins répondu, mais je vais quand même un peu peut-être diriger ta réponse. Comment est-ce que tu as préparé Axel face à un Daguerre qui n'a d'un côté pas été super actif récemment et pour lequel on n'a pas beaucoup de vidéos de ses combats, en tout cas entiers, récents? Est-ce que du coup tu te concentres uniquement sur ce que tu contrôles et sur comment amener Axel au niveau qu'il faut, ou alors tu as eu l'occasion de trouver certains de ses combats récents, ou c'est parce que tu le connais bien? Ben, déjà, ses 2 derniers combats à l'ARES sont très facilement visionnables. Après, je pense que, comme je le dis toujours, tu vois, un game plan, surtout à ce niveau-là, parce que là, on se le cache pas, c'est largement un niveau prélim UFC, Oui, largement. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de formule magique. C'est pas parce que tu dis attention quand il va mettre son pied à l'extérieur, fais ça. Non. À ce niveau-là, il y a des momentum. Et pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude d'écouter mes podcasts, pour moi, les momentum, c'est une suite d'actions qui peuvent se passer. Donc, il y a des momentum à identifier, où le combat va aller et qu'est-ce qu'on peut travailler pour anticiper ces situations. Voilà ce qu'on a bossé, parce qu'ils savent tout faire tous les deux. Vraiment, ce sont 2 combattants ultra complets qui sont capables de faire du striking, qui sont capables de faire de la lutte, qui sont capables de faire du sol avec du scramble, des finalisations et ce qui va avec, et du ground and pound, bien sûr. Donc, voilà, moi, j'ai pas besoin de plus d'informations que ça sur son camp. Je sais ce qu'il est, je sais le respect que j'ai pour lui en tant que combattant. Je parle de Daguerre. Et voilà, on a essayé avec Jérôme d'anticiper des momentum sur ce qui devrait se passer pendant le combat. Maintenant, on verra vendredi soir si on s'est trompé ou pas. Et à partir de là, on a travaillé sur ces momentum de façon à les capitaliser, essayer d'en gagner un maximum. Parce que pour gagner un combat, il faut gagner les momentum qui sont les siens. Donc voilà, on s'est focus sur ça, sur la spéculation des situations qui allaient arriver et comment on allait gagner nos rounds. Et pour le reste, voilà, que le meilleur gagne. Maintenant, le travail est fait, on peut plus revenir en arrière. Ils vont faire le poids tous les deux, j'en ai aucun doute. Jeudi matin, pardon. Et maintenant, on verra vendredi si on s'est trompé dans notre analyse avec Jérôme Vollerin ou pas. Dernière question. Comment est-ce que tu vas gérer de coacher les 2 derniers combats? C'est toujours une difficulté. Ça signifie que tu dois laisser Axel sur la fin de l'échauffement pour pouvoir être dans le coin de Sofiane. Comment est-ce que tu gères ça? J'ai la réponse parce que j'en ai pas encore parlé avec mon équipe, mais vraisemblablement sans se concerter, parce que franchement, il y a des trucs qu'on fait de façon automatique avec les années. Je pense que moi, je serai dans le coin des 2, ça c'est sûr.
Et très franchement, je pense que Jean-Marc Toesca va gérer Sofiane et Jérôme Vollerin va rester avec Axel et on se rejoindra après. Je pense que ça va se passer comme ça. C'est ça, c'est simplement avoir une équipe de confiance pour pouvoir déléguer et ne pas être systématiquement tout le Ah là, monde. Ouais. j'ai la meilleure équipe possible avec moi, puisque je te dis, sans compter la compétence de Jérôme Vollerin et de Jean-Marc Toesca, il y a Mehdi Dakaev qui a évidemment l'habitude de ces très grands rendez-vous, puisque tournoi SIA, champion d'Eagle et Cage Warrior vétéran, et enfin tout ce qu'a fait Mehdi dans sa carrière. Et surtout, ils se connaissent depuis que Mehdi il a 18 ans et il en a 28 aujourd'hui. Donc je te laisse, ils sont très proches. Il y a Virgile également avec nous dans l'équipe. Et, euh, et puis voilà, je veux dire, là, honnêtement, on ne peut pas avoir une meilleure équipe que celle qui sera avec moi à Paris. Et donc, vraiment zéro stress. J'ai même pas tenté d'intervertir deux combats en disant, bah, vas-y, Fernand, fais-moi passer Sofiane en premier et mettons à bout au milieu avant Axel, tu vois, parce que l'équipe est solide, il n'y a pas besoin, on prend les deux combats d'enchaîner, il y a pas de souci, ça le fera très très bien. Aucune hésitation. Parfait, on a fait le tour. Donc moi j'ai une toute dernière question. Qu'est-ce qu'elle cuisine, Manon? Ah, je sais pas, mais je peux t'assurer que c'est Elsie parce que pareil, maintenant elle a. Pourtant là, tu vois, elle est pas en camp et le poids, elle est à son poids de combat. La journée qui a été la sienne aujourd'hui, c'est prépa physique avec ce matin une prépa physique orientée pour travailler de nouveaux skills. On en parlera quand on fera un peu l'inside de Manon et qu'on annoncera ses prochains combats. Mais voilà, zéro vacances. Enfin, après, à part ce qu'elle a la semaine à New York, mais elle travaille sur d'autres skills sur la prépa physique. Cet après-midi, elle était avec Jean-Robert Monnier pour faire Grab Scramble. Et après Jean-Robert, elle a quand même fait en plus une leçon aux pattes avec Jérôme Vollerin. Donc, c'est en fait, c'est le rythme d'un mec qui fait un training camp et non, c'est la routine de Manon. Donc, qui se terminera sa journée par, après massage et cryo, bah, il y a une bouffe healthy et contrôlée parce que elle est dans ce mood-là en ce moment et elle est vraiment déter pour la suite des événements que j'espère on annoncera. Moi, je pense que ça va bouger d'ici 10 à 15 jours. Et en tout cas, on donnera l'exclu à Fight Mind, c'est une évidence. Ok. Intéressant en tout cas parce que ça fait un petit lien avec ce qu'on disait la semaine passée, hein, le 52 Weeks Training Camp. Ça commence avant l'UFC et même quand tu es en lice pour la ceinture, ça continue à ce moment-là. Peut-être encore plus à ce moment-là. Non, mais tu as raison. Je pense qu'aujourd'hui, il faut surtout plus faire ce qui se faisait il y a 5 ans ou 10 ans où tu voyais des mecs. Moi, à l'époque où j'habitais aux États-Unis, je voyais des mecs revenir de combats, mais quasiment obèses, tu vois. Des Matthews qui dépassaient, qui frôlaient les 100 kilos, pareil pour Robbie, tu vois, qui en fait, Robbie, toute sa vie, je parle de Robbie Lawler, s'est entraîné que quand il avait des camps et des combats, tu vois. Donc, ces choses-là sont à bannir, vraiment. Arrêtez vos conneries. Il faut s'entraîner toute l'année. Il faut décompresser quand mentalement il y a une charge mentale trop importante. Il faut reposer son corps quand on est blessé, mais tout le reste du temps, il faut s'entraîner comme des champions, comme des mecs qui font les Jeux Olympiques. Et voilà. Et tu vois, souvent, le timing est optimal pour se reposer. C'est la semaine, les 10 jours, peut-être les 15 jours après un combat. Peu importe le c'est style de ça. combat. En fait, je vais parler aux mecs de l'ancienne génération. Il faut avoir le Georges Saint-Pierre mindset et pas le Johnny Hendrix mindset. Voilà, c'est pour ceux qui ont la ref, et ça va les amuser. Mais et ceux qui savent pas, bah, allez tapoter sur Tapo et voir les combats et voir surtout leur page Instagram respective, ouais, c'est ça. Mhm. Et vous verrez la différence entre chaque combat d'un Hendrix qui remontait peut-être à 110 kilos entre les fights et d'un Georges qui restait en shape et qui restait toute l'année à 86, 85 kilos, tu vois. Donc voilà, c'est cette mentalité-là qu'il faut avoir. Il faut s'entraîner toute l'année, 2 fois par jour. Et c'est comme ça que tu évolues, que tu deviens un très grand champion, ce qui est déjà Manon. Et voilà, petit truc. Allez, je dis 2 petits mots. Après, si tu veux me donner le mot de la fin, je te le laisse. Il y a 2 choses. Il y a eu des sondages là sur Twitter, qui sera le prochain champion français sur des chaînes concurrentes, mais je vais dire le nom, hein, c'est la sueur, il n'y a aucun souci, j'ai pas de problème avec eux. J'ai toujours dit, pour moi, il n'y a pas de concurrence. Tu vois, on a chacun notre ligne éditoriale et on coexiste. On a besoin. C'est ça. Ouais. Et moi, j'ai été
franchement touché par les réponses, puisque on sait que des fois le MMA féminin c'est décrié, qu'il y a plein de gens qui le mettent pas forcément à égalité avec les hommes, et là 80, voire peut-être 90% des réponses de ce post, c'était Manon Fiorot. Donc ouais, ça fait vraiment plaisir, très plaisir même. Et et oui, dernière chose importante, vous savez que pour essayer de garder le lien avec vous et pour préparer les émissions, d'ailleurs, je suis quasiment certain que je la referai dimanche ou lundi, le prochain Aldric et vous. Aldric et vous. Donc, j'essaie d'emmagasiner des questions. Faudra Et que je tu trouve poses la question de mon gosse. Hein. Ah ouais, parce que le gamin de Chris, il y a quoi, Chris? Un mois, là, hein, je dis pas de bêtises? Non, c'est le plus âgé quand même. Ah, C'est c'était pas, le grand. oui, c'était le grand, mais bon, il a Il est même pas capable 3 ans. il a 2 ans et demi, il est capable de me faire un début de question sur mon Insta. Donc j'ai dit, mais Chris, c'est pas possible. Donc, mais je répondrai à la question du fils de Chris. Mais voilà, les questions sont intéressantes et je vous remercie de les poser. Et du coup, j'en ai plein pour préparer ma prochaine émission. Mais les gars, le drama, moi, vous me connaissez et j'en reçois là en ce moment, alors que moi, j'ai jamais participé à ce genre de truc, ça ne me plaît pas. Et sur Fightman, on peut dire que ça ne nous plaît pas, même toute l'équipe avec Brian et John. et John, pardon, je suis fatigué, excusez-moi. Et voilà, ne m'emmenez pas sur ce terrain-là, et c'est pas la peine de poser vos questions sur un tel, et Daniel Warin et Benoît. Je ne participerai jamais à ça. Demandez-moi ce que vous voulez sur la transparence que j'ai avec mes gars, sur mes liens avec eux, sur la façon dont je vois un camp ou une performance, mais pas sur des dramas, j'en ferai pas, et je ne les commenterai pas. Et par contre, pour ceux j'ai reçu pas mal de questions. Qu'est-ce que tu as pensé de Taylor et de Nassourdine? Qui a fait la meilleure prestation? Aucun des deux. Ils ont fait tous les deux un très très grand combat. Et moi, je lui ai laissé un message là juste avant qu'on démarre le podcast. Taylor, vraiment agréablement surpris de la façon dont il a rebondi après la petite contre-perf qu'il avait fait avant. Ouais. Et je me suis régalé juste avec la tête qu'il avait quand il est rentré, déter, motivé, agressif dans le bon sens du terme. J'avais envie de finir avec une petite dédicace à Taylor parce que c'est mon petit frérot et j'ai vraiment adoré ce qu'il a proposé samedi soir. Voilà. J'ai juste une parce que je trouve ça marrant parce que tu vois là tu parles du sondage, la sueur, qui sera le premier combattant français à avoir la ceinture. Là on te pose des questions, c'est quelle a été la meilleure perf entre Imavov et Taylor. L'humain est quand même fort dans la comparaison, hein, par défaut. C'est un truc de dingue. Hein. Mais c'est vrai, hein. Et comme si il y a deux Français qui viennent de gagner. Et comme si il faut se réjouir de ça et pas aller dire oui, le meilleur c'est lui ou un tel ou un tel ou un tel. Donc, tu sais, il y a des fois des questions. Mais j'aime cette relation et je reçois une 50aine de questions à chaque fois que je le fais le week-end. Mais il y a quand même pas des tordus, tu vois, mais je pense que non, après, je vois pas pourquoi on devrait choisir telle ou telle performance. Après, tu vois, ce genre de questions, tu pourrais envisager de le tourner sur un sujet intéressant. Tu vois, c'est qu'est-ce qui définit une belle performance? On établit les critères et sur base de ça, on peut mettre en parallèle Nassourdine et Taylor et avoir une réponse finale en sachant que les deux ont gagné leur combat, c'est ce qui compte le plus, et les deux ont offert une très belle performance. On s'en fout un peu de qui a fait la meilleure performance parmi les deux, mais par contre, ça peut être un exercice intéressant voilà, on définit les critères et à titre d'exemple, on prend ces deux-là parce que ça a eu lieu le même soir et puis on a une réponse pour le fun. Ce sera pas décrédibiliser la victoire de celui qui ne remporte pas cette question, mais voilà, il y a peut-être moyen de tourner ça de manière fun. Ouais, c'est vrai. Ben, écoute, si tu veux. Ça peut faire office d'un podcast. Qu'est-ce qui définit une bonne performance? Ouais. J'allais te dire, ça peut être très intéressant et parce qu'il y a, on en parle moins, mais il y a quand même Yanis qui va combattre dans pas très longtemps. C'est quoi? Est-ce que je dis une bêtise si je dis 3 semaines? Contre Talbot, et c'est sur la carte de McGregor, je pense. Donc 3 semaines, ouais. Ouais, c'est ça. Donc très, très gros combat aussi. On espère que Yanis fera la même performance que Taylor ou Nassour, mais ouais, et là c'est un gros morceau en face de lui. Hein. Enfin, encore une fois, pas pour dire que Nassourdine et Taylor n'avaient pas de gros morceaux en face d'eux. Ils en avaient, mais là, on a un Talbot, c'est vraiment un très, très gros morceau. Pour reprendre ce que tu as dit, aussi. autant
Attends, j'avais pas regardé les Scots, mais il me semble que Canonier était fav. Non, Canonier a ouvert fav, mais c'était Nassourdine qui était fav après. C'est ça, hein. C'était 15, ouais, 55-45, je pense, Ouais, c'est officiellement. ça. Mais non, là, tu as raison de dire ça, c'est pas un manque de respect, c'est juste que là, clairement, quand on aura les cotes, à mon avis, il va pas du tout être favori, Yanis, mais pas du tout. Mais par contre, ça n'empêche pas que moi, j'y crois et que je sais il s'est préparé avec Fares dans leur nouvelle salle à Lyon et que on croise les doigts pour qu'ils fassent une super perf du même acabit que celle de Taylor et Nassour. C'est tout ce qu'on espère. Bah voilà, on peut finir là-dessus. Aldric, un tout grand merci. Tous ceux qui sont encore connectés maintenant, un tout grand merci aussi. Pensez à vous abonner, le petit commentaire pour aussi avoir votre chance de gagner 2 places à l'ARES. Et à très vite. Ciao, ciao. Ciao, ciao.